Je m'appelle Normand. Dès le plus jeune âge, j'ai été fasciné par les phénomènes étranges de notre monde. Les fantômes et les maisons hantées, les monstres lacustres et légendaires, les lieux énigmatiques et étranges, les ovnis et les extraterrestres, les disparitions soudaines et inexpliquées. Tous ces phénomènes fournissent beaucoup plus de questions que de réponses. Et c'est ce que j'aime. On peut voir sur mon crâne que j'adore m'arracher les cheveux à essayer de trouver des explications. Je vous propose de faire un voyage avec moi au cœur de certaines de ces histoires. Bienvenue aux Chroniques de l'étrange. « 19 septembre 1961. Betty et Barney Hill, après une semaine de vacances au Canada, roulent sur la route numéro 3 en direction du sud pour rentrer chez eux à Portsmouth, au New Hampshire. Peu de temps après avoir dépassé la ville de Lancaster, vers 22 heures, Barney aperçoit dans le ciel une lumière qui se déplace d'une manière erratique. Il signale cette lumière à Betty, qui ne comprend pas non plus de quoi il peut s'agir. Profitant d'une pause, Barney sort du véhicule et observe l'étrange lumière avec ses jumelles. Il aperçoit alors un objet discoïdal avec deux courtes ailes terminées par des lumières rouges. Il discerne même ce qu'il pense être des hublots. Pris de panique et constatant que l'objet semble se rapprocher d'eux, le couple remonte dans la voiture et redémarre en trombe. Un étrange son, décrit par Barney comme un bip-bip, envahit alors l'habitacle du véhicule. Le même son se répète une deuxième fois et les Hill découvrent qu'ils viennent de parcourir plus de 55 kilomètres sans qu'ils en gardent le moindre souvenir. De plus, leurs deux montres sont arrêtées. Lorsqu'ils arrivent à leur domicile, ils comprennent qu'ils ont 2 heures de retard sur leur horaire et aucun souvenir pouvant correspondre à cette période de leur trajet. De plus, Barney découvre de nombreuses griffures sur le cuir de ses chaussures, comme si on l'avait traîné sur le sol, et ressent une vive douleur dans le dos. Enfin, il découvre qu'en plusieurs endroits de la peinture de la carrosserie de leur voiture a disparu, laissant le métal à nu. À partir du 30 septembre, Betty commence à faire de nombreux cauchemars où elle se voit poursuivie par des visages difformes avec de grands yeux de chat. Elle développe également différents symptômes dépressifs, mélancolie, perte d'appétit et angoisse. Au printemps 1962, après plusieurs traitements sans résultat, leur médecin de famille les oriente vers un psychiatre de l'Académie d'Exeter qui finira par diagnostiquer un stress post-traumatique. Ce psychiatre les orientera vers le docteur Benjamin Simon, psychiatre spécialisé en hypnothérapie, afin qu'il tente un traitement régressif destiné à ramener à un niveau conscient les souvenirs du traumatisme. Le 14 décembre 1963, Betty et Barney commencent des séances d'hypnose supervisées par le docteur Benjamin Simon, qui s'étaleront sur plus de 7 mois et durant lesquels le médecin enregistrera plus de 40 heures de bandes audio. Lors de ces séances, Betty et Barney, qui furent toujours interrogés séparément, racontèrent qu'après l'observation de l'OVNI, Barney tenta d'échapper à ce dernier et s'engagea dans un chemin forestier où leur véhicule finit par caler. L'OVNI atterrit à une 60aine de mètres de la voiture et une dizaine de créatures de petite taille en descendirent et se dirigèrent vers le couple. Les créatures firent monter le couple dans l'OVNI, séparèrent Betty et Barney et leur firent subir ce que les Hill prirent pour une sorte d'examen médical. Betty prétendit avoir réussi à communiquer avec l'une des créatures qui lui présenta ce qui ressemblait à une carte stellaire et lui demanda si elle était capable de situer la Terre sur cette carte. Comme elle répondit par la négative, la créature lui rétorqua que cela ne servait alors à rien qu'elle lui montre d'où elle venait. La créature accompagnait Betty hors de l'OVNI,
où elle retrouva Barney, déjà installé dans la voiture, et lui promit qu'elle allait tout oublier de cette expérience. Betty et Barney réalisèrent de nombreux dessins de l'OVNI, des créatures et des différentes cartes et symboles qu'ils purent apercevoir lors de cette expérience. En 1969, une astronome amateur du nom de Marjorie Fish affirma qu'elle avait réussi à trouver une concordance entre les dessins de la carte stellaire réalisée par Betty Hill et un modèle tridimensionnel des constellations connues, et conclut que la carte que Betty prétendait avoir vue représentait le système de Reticuli. Walter Mitchell, professeur d'astronomie à l'Université de l'État de l'Ohio à Columbus, et David R. Saunders, expert en statistique à l'Industrial Relations Center de l'Université de Chicago, validèrent les travaux de Marjorie Fish et estimèrent que son interprétation de la carte dessinée par Betty Hill correspondait effectivement au système de Zeta Reticuli. Interrogés séparément pendant plus de 7 mois, Betty et Barney ne se contredirent jamais et leurs versions furent toujours concordantes. L'histoire de Betty et Barney Hill est la toute première histoire documentée d'enlèvement extraterrestre. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Betty et Barney ont perdu la notion du temps pendant plusieurs heures. Il semble aussi qu'ils aient fait 55 km sans s'en rendre compte. L'hypnothérapeute a fait ressortir ce que leur cerveau avait oublié. C'est-à-dire une expérience traumatisante avec une rencontre du 4e type. Et comment Betty a pu se souvenir d'une constellation stellaire que l'extraterrestre lui avait montrée. Elle s'en est souvenue, elle l'a dessinée, et une astronome a confirmé qu'il s'agissait bel et bien d'une constellation existante. Moi, c'est ça qui me trouble. Moi, là, demandez-moi pas de dessiner une constellation. À part la Grande Ourse, qui est facile à dessiner. C'est une casserole. Mais les autres, liez ça, là. Quoi qu'il en soit, maintenant, malheureusement, Barney et Betty sont décédés, tous les deux, depuis plusieurs années, emportant avec eux tous les secrets de cette expérience. Cependant, toutes les rencontres avec les ovnis ne se font pas de façon aussi paisible. Allons voir ce qui s'est passé sur la côte est des États-Unis en pleine Deuxième Guerre mondiale. Nuit du 24 au 25 février 1942, Los Angeles, Californie. En pleine Deuxième Guerre mondiale, les militaires basés à cet endroit sont fébriles. Après l'attaque de Pearl Harbor par les Japonais, les militaires sont sur le qui-vive. Alors que la nuit est tombée, un avertissement des services de renseignement de la Marine de guerre des États-Unis annonce l'imminence d'une attaque japonaise sur Los Angeles dans les 10 heures qui viennent. À 19h18, l'alerte est donnée à la suite de l'observation de nombreuses lumières dans le ciel de Los Angeles et est maintenue jusqu'à 22h23. Vers 2h15 du matin, la DCA est sur le pied de guerre après que les radars aient repéré un objet volant non identifié à 190 km à l'ouest de la ville.
À 2h21, un couvre-feu est déclaré sur la ville. À 2h43, des avions sont aperçus par un colonel d'artillerie. À 3h16, un objet volant, comme un ballon ou une sorte d'avion, aperçu au-dessus de Santa Monica, entraîne la décision d'ouvrir le feu. La DCA utilise ses canons antiaériens pendant plusieurs heures. Plus de 1400 obus sont tirés, sans que ceux-ci ne touchent un seul avion. De nombreux témoignages font état de la présence de plusieurs objets volants, de différentes formes et tailles, souvent confondus avec les obus et fusées éclairantes de la défense antiaérienne. Les projecteurs de la ville tentent de repérer les aéronefs et balayer dans le ciel de Los Angeles. À partir de 4h14, les tirs de DCA deviennent sporadiques. Le couvre-feu est levé le matin à 7h21. 3 civils furent tués par des retombées d'obus et 3 autres moururent d'une crise cardiaque due au stress. Quelques heures après le bombardement, le secrétaire de la Marine des États-Unis, Frank Knox, déclare en conférence de presse qu'il s'agissait d'une fausse alerte due à l'anxiété et au stress liés à l'état de guerre. Rapidement, l'événement fait la une de toute la presse américaine. Cette explication parut simpliste à beaucoup et le journal Long Beach Independent écrivit « Il y a une mystérieuse réticence des autorités à s'exprimer sur cette affaire et il semble que la censure soit à l'œuvre. Bien que cette affaire soit de première importance, les commentateurs n'y prêtent pas l'attention escomptée. » De nombreuses rumeurs et théories naissent à la suite de l'incident pour expliquer pourquoi la DCA américaine a bombardé le ciel de Los Angeles pendant plus d'1 heure. Une photo du phénomène fut publiée dans le Los Angeles Times le 26 février 1942. On y voit ce qui semble un objet cerné par les projecteurs de la DCA. Les points lumineux qui entourent l'objet pourraient être des reflets ou des éclats de tir de la DCA ou des Foo Fighters. Des correspondants de guerre compétents tels que Ernest Pyle et Bill Henry ont assisté à la canonnade et ont décrit qu'ils n'ont jamais été en mesure de distinguer un avion. Bien que de nombreuses rumeurs font état de présence d'un ovni, la plupart des théories penchent sur la présence de ballons-sondes régulièrement lâchés au-dessus de Los Angeles et qui auraient déclenché l'alarme initiale. En 1974, grâce à la loi américaine sur le libre accès à l'information, qui oblige le gouvernement américain à déclassifier les dossiers ne concernant pas la sécurité nationale, une note confidentielle du général George Marshall, adressée au président Franklin Roosevelt, fut rendue publique. Le général y indique qu'il s'agissait d'avions non identifiés, n'appartenant pas aux forces armées américaines. Il avance l'hypothèse d'un avion civil ayant délibérément tenté de semer la panique, mais n'explique pas comment un avion civil lent aurait pu échapper 1 heure durant aux tirs nourris de la DCA américaine, ni comment il aurait pu rester totalement immobile pendant plusieurs minutes. Après la capitulation du Japon, les autorités militaires japonaises ont déclaré qu'il n'y avait pas de forces japonaises dans la région de Los Angeles. Encore aujourd'hui, aucune des hypothèses avancées n'explique de façon rationnelle ce qui s'est passé dans le ciel de Los Angeles cette nuit-là, ni de permettre d'identifier le ou les objets repérés par la DCA américaine, ni pourquoi, après plus de 1400 obus projetés dans le ciel, aucune cible n'a été touchée. Pour ceux qui étaient sur place, la scène devait être irréaliste. Imaginez-vous, vous êtes à cet endroit, avec des projecteurs qui illuminent le ciel de partout, et des obus qui partent et puis qui foncent dans le ciel pendant 1 heure ou 2. Et boum, boum, boum! Ça devait être irréel. Une scène de film de science-fiction. Et pourtant,
on dirait qu'ils ont tiré dans le vide. Pourtant, sur la photo prise par un journaliste du New York Times, montre clairement un objet éclairé par les projecteurs qui est immobile. 1400 obus ont été lancés en direction de l'objet. Et l'objet restait là. Il était immobile, il restait là, il recevait les objets, lui, comme si de rien n'était. Puis il était là, puis il restait là. Comme s'il était blindé. Mais blindé pas d'obus, là. Un obus de DCA, là, c'est gros, là. C'est comme une balle, mais géante. Ça fait du dégât. Moi, ce qui me trouble là-dedans, c'est justement que l'objet était immobile. Tout le monde le voyait très bien. Tout le monde était en mesure de le viser. Mais pas un débris, à part les éclats d'obus, n'est tombé par terre. L'objet n'a pas été... Il a peut-être été touché, mais il n'a pas été endommagé. C'est une technologie qu'on n'est même pas rendu là encore, là. Il n'y a aucun matériel qui permet d'être blindé pour des obus. On n'est pas rendu là encore dans la technologie. Plus récemment, il y a une autre histoire qui a fait la une des journaux. C'est celui d'un bûcheron de l'Arizona qui a disparu pendant 5 jours. Le 5 novembre 1975, Travis Walton et 6 de ses collègues du service des forêts rentrent en camion après une journée passée à couper du bois du côté de Snowflake, en Arizona, aux États-Unis. Vers 18 heures, ils commencent à apercevoir une puissante lueur à travers les arbres. Paniqué, le chauffeur arrête le camion à une trentaine de mètres de la lumière. Travis Walton, malgré les mises en garde de ses collègues, décide d'aller voir de plus près et est alors frappé par un rayon lumineux bleuté, puis il s'écroule. Terrifiés, ses collègues quittent immédiatement l'endroit aussi vite que le permet le camion. Après avoir parcouru quelques centaines de mètres, Mike Rogers, le chef d'équipe, voit une forte lumière les survoler à quelques mètres au-dessus des arbres et disparaître. Au moment où les hommes décident de revenir sur le site de l'observation, Travis a disparu. Aussitôt prévenus, les autorités locales lancent des recherches pour retrouver Travis. Les autorités ne croient pas à cette histoire d'enlèvement et le shérif, Martin Gillespie, pense que les compagnons de Travis tentent de camoufler son assassinat. Pendant 5 jours, la police, aidée par plusieurs dizaines de volontaires, organise des battues pour retrouver Travis, sans succès. Pendant la battue, des tests de radioactivité sont réalisés en vain sur le terrain, mais des radiations sont présentes sur l'équipement des compagnons de Travis. Après 4 jours de recherche, le 9 novembre, des rumeurs de meurtre de Travis par ses camarades commencent à circuler parmi la population et les autorités. C'est alors que le shérif décide de faire passer les compagnons de Travis au détecteur de mensonges. De nombreuses caméras de télévision filment la scène. La personne chargée de réaliser les tests polygraphiques était l'une des meilleures de l'Arizona, C.Y. Gilson. 5 des collègues de Travis passent le test. Le dernier, Alan Dallas, refuse de s'y soumettre. Le résultat est sans appel. Les 5 personnes étant jugées sincères par le détecteur de mensonges. Le 10 novembre, en fin de journée,
le beau-frère de Travis reçoit un appel téléphonique en PCV. Il s'agit de Travis qui l'appelle d'une cabine publique à quelques kilomètres de là. On le retrouve sur place, désorienté et en état de choc, amaigri et déshydraté. Travis raconta l'histoire suivante. Après avoir perdu connaissance sur la route, il se réveilla dans une pièce, entouré de 3 créatures d'1,50 m de haut qu'il décrira comme ressemblant à des fœtus. Pris de panique, il repoussa violemment les 3 créatures et tenta de s'échapper de la salle par une porte. Il déboucha dans une pièce plus grande où se trouvait un siège ainsi que plusieurs leviers de commande. Une créature, de forme beaucoup plus humaine et portant un casque, entra alors et guida poliment Travis vers une autre pièce, refusant toutefois de répondre à toute question que celui-ci lui posait. À peine entré dans la nouvelle pièce, on lui passa un masque respiratoire sur le visage et il perdit de nouveau connaissance. Lorsqu'il revint à lui, il eut juste le temps de voir l'OVNI disparaître. Travis a également subi le test de détecteur de mensonges avec la même personne que pour ses 5 camarades, et sa sincérité a également été reconnue. Depuis 1975, aucun de ces hommes n'a changé sa version des faits. Et c'est en 1993 que C.Y. Gilson a eu l'occasion de faire passer le test du polygraphe au dernier de la bande, Alan Dulles. Le résultat a été conforme à ceux obtenus par les collègues d'Allen. Néanmoins, un détecteur de mensonges n'est censé qu'indiquer la sincérité de celui qui y est soumis, c'est-à-dire si ce dernier est convaincu de ses dires, il ne prouve en rien leur véracité. Même aujourd'hui, Travis et ses collègues maintiennent leur version des faits. Ils ne se sont jamais contredits. Plus tard, Travis Walton a écrit un livre sur ce qui s'est passé, qu'il a intitulé Fire in the Sky, du feu dans le ciel, qui, quelques années après, a été transposé en film, aussi intitulé Fire in the Sky, mais OVNI, l'ultime rencontre, ici au Québec, en version française. Pour avoir vu le film, je peux vous confirmer que c'est pas mal représentatif de l'histoire de Travis. Enfin, je veux dire, c'est ce que j'ai pu en trouver sur Internet, là, parce que j'ai fait beaucoup de recherches pour cette histoire-là. Donc, même encore aujourd'hui, le shérif de la place ne croit toujours pas à l'histoire de Travis. Il pense encore que c'est une mauvaise blague faite par les bûcherons. C'est sûr, je me mets à sa place, je me mets à la place de tous les sceptiques. C'est dur de croire tant qu'on n'a pas vu. Moi, j'y crois aux ovnis parce que j'en ai vu plusieurs dans ma jeunesse, très loin dans le ciel, là, on s'entend, là. Mais j'en ai vu un de très près, dans le coin de Donnacona, au Québec, vers 4h30 du matin. On revenait de Québec avec quelques amis et on a vu un objet ovoïde flotter au-dessus des arbres. Il était bas, là. Il était très bas, l'OVNI, là. Il flottait au-dessus des arbres. Il se déplaçait lentement et il n'y avait aucun bruit. Aucun bruit de moteur. L'objet était d'un gris foncé et il y avait des lumières rouges, vertes et bleues. Et il y avait un spot en dessous, un spot blanc qui éclairait la forêt. Comme s'il était à la recherche de quelque chose. L'expérience a duré plusieurs minutes. Et j'avais un sceptique avec moi, parce qu'on était 5 dans l'auto.
Il y en a un qui croyait pas à ça, là, les ovnis. Ben, il pleurait, mais vraiment, littéralement pleurait, là, pour s'en retourner, là. Il voulait se sauver, il voulait s'en aller, il voulait pas rester là, là. Il avait la peur de sa vie, là. Mais je me mets à la place des sceptiques. C'est dur de croire tant qu'on n'a pas vu. Et si je n'avais pas vu moi-même des ovnis, probablement que j'y croirais pas non plus. Mais vous savez, il n'y a pas juste aux États-Unis qu'il y a des histoires d'ovnis. Ici même, au Québec, Canada, au début des années 90, il y a eu un événement qui a secoué l'Amérique du Nord tout entière. Dans la belle ville de Montréal. 7 novembre 1990. Place Bonaventure, sur la rue Mansfield, à Montréal. Il est 21h10. Marcel Laroche, journaliste au quotidien La Presse, presse le pas pour se rendre sur le toit de l'hôtel Hilton. Il y rejoint une trentaine de personnes qui observent un objet flottant dans le ciel, immobile. L'engin ressemble à une sphère aplatie, faite d'un métal sombre et poli. Tout autour, des lumières ambres jettent des reflets verts, jaunes et rouges. Le journaliste prend alors un point d'appui pour prendre quelques clichés de l'engin. L'événement prend tellement d'ampleur que les policiers de la communauté urbaine de Montréal, ainsi que les policiers de la Gendarmerie royale du Canada, sont dépêchés sur place. Selon le rapport de la GRC, entre 2 et 5 lumières, ainsi qu'un faisceau lumineux, illuminait la ville ce soir-là. Robert Masson, commandant de police du 7e district à Montréal, est dépêché sur place. Dans son rapport, il assure que l'objet ne pouvait être de confection humaine. Il est convaincu que l'objet vient d'ailleurs. Pour certains témoins, l'OVNI rappelle ceux représentés dans le film Rencontre du troisième type de Steven Spielberg. L'agent François Lippé, aussi policier à la communauté urbaine de Montréal, contacte alors les contrôleurs des aéroports de Dorval et de Mirabel. Ceux-ci ne décèlent rien d'autre que les avions du trafic régulier. Toutefois, un des contrôleurs confirme qu'un avion de ligne est présentement en train de voler au-dessus de la ville de Montréal à quelques 1000 pieds d'altitude. Le commandant Robert Masson aperçoit très bien cet avion qui passe en dessous de l'engin. Ce qui veut dire que l'engin était beaucoup plus haut que l'avion. Le commandant demande alors au contrôleur « Mais qu'y a-t-il au-dessus de cet avion ?» Le contrôleur répond par la négativité. Il ne voit rien sur ses radars. Perplexe, le bureau de police du 7e district à Montréal contacte alors la base militaire de Saint-Hubert, qui, elle aussi, répond par la négativité. Toutefois, le commandant Masson détecte quelque chose d'étrange dans la voix du contrôleur. Il a l'impression qu'on lui cache quelque chose. Il ordonne alors qu'on fasse éteindre les puissants projecteurs qui éclairent une tour en construction à proximité. Une fois la lumière éteinte, l'agent Masson constata que l'objet était toujours là. Un agent de la GRC est dépêché sur place. En présence du commandant Masson, il contacte lui aussi les contrôleurs des 2 aéroports, ainsi que le contrôleur de l'armée, qui tous les 3, encore, répondent par la négativité. Toutefois, suite aux recommandations de l'agent de la GRC,
un F-16 décolle de la base de Saint-Hubert. Étant en contact avec l'agent de la GRC avec un téléphone cellulaire, le pilote confirme qu'il voit l'objet et qu'il prend des photos. L'engin se situe à environ 8 à 9 000 pieds d'altitude. Et pourtant, il paraît énorme aux yeux des témoins. Selon le commandant Masson, le stationnement de la place Versailles à Montréal n'aurait pas été suffisant pour accueillir l'engin s'il avait atterri. Vers 22h30, l'objet se déplace vers l'est de la ville. Les photos prises par Marcel Laroche ont été envoyées au Dr Richard Haynes de la NASA. Suite à l'analyse des photos, le Dr Haynes confirme qu'il ne s'agit pas là de reflets, mais que les lumières proviennent bel et bien d'un objet en 3 dimensions. Selon les estimations, l'objet avait un diamètre de 540 mètres, ce qui fait 1742 pieds, l'étendue de 5 terrains de football américains. Encore aujourd'hui, il est impossible de mettre la main sur les photos prises par l'avion militaire ce soir-là. De plus, tous les rapports de police, ainsi que ceux de la GRC, sont devenus dès le lendemain inaccessibles. En effet, le 8 novembre, 2 agents du NORAD ont eu le mandat de saisir tous les rapports disponibles. En tout et partout, l'objet restait dans le ciel de Montréal entre 19h30 et 22h30, ce qui fait plus de 3 heures d'observation par des dizaines de personnes, dont des policiers régionaux, provinciaux et fédéraux. J'adore mon pays. On sait jamais ce qui va se passer. Vous savez, au Québec, on n'a rien à envier aux autres pays en ce qui concerne les choses inexpliquées. Autant les ovnis que les monstres, que les fantômes, que les lieux étranges et énigmatiques qui vont apparaître dans des futures vidéos. Dans chacune de mes vidéos, je vais essayer de parler d'une affaire du Québec. Parce qu'on en a des choses au Québec. On en a des choses à dire. L'avenir de Montréal est probablement un des événements les mieux documentés de l'Amérique du Nord, sinon du monde entier, là. Parce qu'on a un reporter qui a réussi à faire des photos. On a les 3 paliers de policiers, régionaux, provinciaux et fédéraux, qui étaient sur place et qui ont témoigné. On parle pas de petit clin, là. C'est pas un gars qui a trop bu, là, qui a vu l'OVNI, là. C'est des dizaines de personnes perchées sur le toit d'un hôtel avec des personnes notables qui ont pu témoigner de l'apparition de cette chose dans le ciel de Montréal. Bon, ben c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas d'activer la cloche si vous ne voulez pas manquer aucune de mes autres vidéos. Laissez-moi un petit like, partagez, passez des joyeuses fêtes. Et on se revoit l'année prochaine, en janvier, pour la suite des Chroniques de l'étrange. Et d'ici là, ben, faites de bons cauchemars. C'est un monde étrange. Un monde où il est impossible de trouver une explication pour tout. Ce qui est vrai pour les uns est complètement faux et erroné pour les autres. Nous avons des croyants et des non-croyants. Nous avons des faits et des rumeurs. Nous avons des histoires, mais aussi des légendes. Le passé regorge déjà de faits les plus troublants les uns que les autres. Quant à moi, je suis fébrile quant à ce que nous réserve l'avenir. Peut-être un jour aurons-nous des réponses. Peut-être pas.